Bonjour à tous, je suis très heureux de m'associer avec mes collègues à ce colloque virtuel sur le Covid-19 et le droit social. Je remercie tout particulièrement mes collègues de l'Institut François Génie d'avoir eu cette brillante idée. Nous nous sommes mis d'accord pour que j'intervienne sur l'impact de la crise sanitaire sur la protection sociale complémentaire. C'est un thème qui est peu abordé et qui soulève pour autant des questions théoriques, techniques, pratiques, voire pragmatiques, très intéressantes. La protection sociale complémentaire est organisée, vous le savez très bien, dans ses grands principes, aux articles L911-1 et L911-2 du Code de la sécurité sociale. La protection sociale complémentaire est mise en place au niveau des branches, au niveau des entreprises, par différents actes collectifs, allant de l'accord de branche jusqu'à la décision unilatérale de l'employeur. La protection sociale complémentaire vient en complément des régimes de base et des régimes complémentaires obligatoires de retraite. La protection sociale complémentaire couvre des garanties de prévoyance ainsi que des garanties de retraite supplémentaires. Pour les garanties prévoyance sont visées l'incapacité de travail, nous reviendrons beaucoup sur cette question, mais également l'invalidité, la maternité ou encore le décès. Du fait de son impact sur l'activité des entreprises, mais également sur l'activité des travailleurs, la crise sanitaire actuelle peut avoir des conséquences sur 3 points. Le maintien, le financement et le versement des couvertures sociales. Les problématiques tournent principalement, mais pas exclusivement, les problématiques tournent principalement autour de la prise en compte de l'activité partielle, mais également de l'indemnisation des accidents du travail, des arrêts de travail. À titre d'illustration, posons quelques questions. À titre d'illustration, quel est le sort de ces régimes de protection sociale complémentaire dans le cadre de l'activité partielle imposée par la crise sanitaire actuelle? Ça, c'est la première question fondamentale. En effet, on le sait, le placement en activité partielle des salariés correspond soit à la fermeture temporaire de l'établissement ou de l'entreprise, soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans un établissement, une partie de l'établissement ou l'entreprise. Dans le premier cas, en cas de fermeture totale, dans le premier cas, faut-il suspendre la couverture en matière de prévoyance? À défaut, si jamais on ne suspend pas, dans l'un et l'autre cas, l'indemnisation de l'activité partielle est-elle prise en compte dans le financement des régimes de protection sociale complémentaire? Enfin, dernière illustration, comment appliquer le régime conventionnel ou unilatéral complémentaire d'indemnisation de l'incapacité de travail, ce qu'on appelle le maintien du salaire, le maintien conventionnel du salaire, en cas d'arrêt de travail, spécialement les arrêts de travail dérogatoires qui ont été mis en place dans le cadre de la crise sanitaire. Les réponses à ces questions imposent d'associer 2 approches. Une approche théorique et technique des règles applicables avec une approche pratique, c'est-à-dire la connaissance pratique des actes collectifs et des contrats d'assurance, voire une approche pragmatique, c'est-à-dire en opportunité des règles. À cet effet, nous verrons successivement 3 points. Dans un premier temps, l'impact de la crise sanitaire sur le maintien de la protection sociale complémentaire. Deuxième point, l'impact de la crise sanitaire sur le financement de la protection sociale complémentaire. Et troisième point, bien sûr, l'impact de la crise sanitaire sur le versement de la protection sociale complémentaire. Voyons tout d'abord le premier point, c'est-à-dire l'impact de la crise sanitaire sur le maintien de la protection sociale complémentaire. Rien n'impose a priori dans les textes un maintien des régimes de protection sociale complémentaire en cas d'activité partielle. Rien n'impose directement dans le livre 9 du Code de la sécurité sociale. Cependant, au terme des articles L241-1, petit 4, et D242-1 du Code de la sécurité sociale, on le sait, seules les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire sont exclus de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale, à hauteur de 2 limites qui sont indépendantes les unes de l'autre, mais je ne reviens pas sur cet aspect technique. Il est intéressant de noter que pour la direction de la sécurité sociale, dans une circulaire du 30 janvier 2009,
Les garanties mises en place conservent leur caractère collectif et obligatoire si leur bénéfice est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu. Sont naturellement visées les périodes de suspension du contrat de travail qui sont liées à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu'elles sont indemnisées. Ça, c'est assez logique. Mais il est également décidé, et je cite, que les bénéfices des garanties mises en place dans l'entreprise doivent être maintenus au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient, soit d'un maintien total ou partiel de salaire, soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. Voici ce que nous dit la circulaire du 30 janvier 2009. Cette circulaire a été complétée par une lettre circulaire de l'ACOS du 24 mars 2011. Et on nous précise que l'exigence administrative de maintien en cas de suspension du contrat de travail inclut le chômage partiel. La conséquence est automatique en pratique. La quasi-totalité des actes collectifs prévoit le bénéfice des garanties en cas de suspension des contrats de travail, générant un maintien total ou partiel de salaire, ou encore la perception d'indemnités journalières complémentaires. Alors, on vise naturellement le chômage partiel. Le principe du maintien des couvertures aux salariés en situation d'activité partielle ne fait pas de doute. Alors, ne fait pas de doute, soit parce que les actes collectifs visent cette situation directement ou indirectement, et même lorsque les actes collectifs sont silencieux, on remarque en pratique que les employeurs sont assez convaincus, les employeurs et les assureurs sont assez convaincus pour maintenir la protection sociale complémentaire, le bénéfice de ces régimes, afin de bénéficier de l'exonération sociale. Alors ça, c'est le premier point, c'est-à-dire l'impact de la crise sanitaire sur le maintien de la protection sociale complémentaire. Deuxième point que je voulais voir avec vous, l'impact de la crise sur le financement de la protection sociale complémentaire. On revient à la question de l'activité partielle. La question est la suivante. Quelle est la nature de l'indemnité de l'activité partielle? Est-ce un salaire? Est-ce une rémunération? Est-ce une indemnité? Et en fonction des contrats d'assurance qui sont stipulés, est-ce que cette indemnité est prise en compte pour assurer le paiement des cotisations pour le financement de la protection sociale complémentaire? Alors, première question d'ordre théorique, quelle est la nature de l'indemnité d'activité partielle? Il faut alors revenir aux articles L5122-1 grand 2 du Code du travail et aux articles R5122-13 et R5122-18 du Code du travail. Que nous dit-on en substance? Les salariés reçoivent, les salariés qui sont placés en activité partielle, les salariés reçoivent une indemnité horaire versée par leur employeur correspondant à une part de leur rémunération intérieure correspondant à 70% du salaire brut par heure chômée, soit environ à 84% du salaire net horaire. Une convention, un accord collectif, voire une décision unilatérale de l'employeur peut prévoir une indemnisation complémentaire allant jusqu'à 100%. L'employeur perçoit alors une allocation financée conjointement par l'État et par Pôle emploi. A priori, si on est dans une logique subrogatoire, l'indemnité remplace la rémunération. Dès lors, c'est une rémunération. Si l'on se penche sur le régime social de cette indemnité, l'article L5122-4 nous dit que le régime social applicable aux contributions mentionnées à l'article 5422-10 du Code du travail est également applicable à l'indemnité versée aux salariés. Si on se réfère donc à cet article L5422-10 du Code du travail, l'indemnité n'est pas passible ni du versement forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale. En revanche, l'indemnité d'activité partielle reste assujettie à la CSG au taux de 6,2% et à la CRDS au taux de 0,5%. Ces deux contributions sont calculées sur une base de 98,25% de l'indemnité versée. Pourquoi? Parce qu'on applique un abattement tout simplement de 1,75% pour les frais professionnels. Donc, si je regarde le régime social applicable, on l'exonère des cotisations et des contributions sociales, sauf CSG, CRDS. Alors, qu'en est-il s'agissant du régime des cotisations en matière de protection sociale complémentaire? Les contrats d'assurance, là on constate en pratique que les contrats d'assurance comportent des stipulations très diverses. À
titre d'illustration, hein, les contrats n'organisent pas nécessairement une identité d'assiette entre la base des cotisations et la base des prestations. Donc on peut avoir des définitions différentes. Certains contrats font référence aux salaires déclarés aux organismes sociaux. D'autres contrats font référence aux rémunérations déclarées à l'administration fiscale. S'agissant de l'indemnisation de l'activité partielle, de telles différences dans les contrats peuvent avoir en théorie une incidence. Une incidence où tout simplement, parfois, il y aura maintien de la prestation, mais il n'y aura pas de cotisation versée sur le fondement de l'indemnité d'activité partielle. Alors en pratique et de manière même pragmatique, en pratique, il est recommandé en opportunité, il est recommandé par la Fédération française de l'assurance, par le Centre technique des institutions de prévoyance et enfin par la Fédération nationale de la mutualité française, il est recommandé en pratique d'appliquer la cotisation sur l'indemnisation de l'activité partielle, nonobstant toute clause contraire. Pourquoi ? Parce que si l'on soutient que les cotisations ne sont pas dues en pareille situation, alors même que des prestations seraient exigibles sur une base élargie, il y a là matière à générer un déficit technique mécanique dans l'exécution de l'opération d'assurance, ce qui pourra conduire naturellement l'organisme assureur à solliciter en fin d'année 2020 des hausses de cotisation pour l'année 2021. Alors on voit que de manière pragmatique, il faut prévoir un financement sur l'indemnisation de l'activité partielle. Il reste néanmoins aux entreprises et à leurs conseils d'avoir une certaine vigilance. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir temporairement modifier soit les contrats d'assurance, soit les actes collectifs en respectant les règles procédurales qui s'imposent, soit au titre du Code des assurances, bien sûr, soit au titre du régime de la modification des actes collectifs en droit du travail. Nous avons terminé sur ce deuxième point. Le troisième point maintenant. Troisième point, l'impact de la crise sur le versement de la protection sociale complémentaire, et la boucle sera bouclée. Le principe est connu. Un arrêt de travail causé par une maladie ou un accident entraîne la suspension du versement du salaire. Mais cette suspension est compensée par la perception. Donc, après 3 jours d'indemnité journalière de la sécurité sociale égale à 50% du salaire journalier de référence, dans la limite de 1,6 fois le SMIC journalier. Puis après 7 jours d'un maintien de salaire par l'employeur, imposé par la loi à l'article L1226-1, souvent appelé en pratique mensualisation légale. Il s'applique aux salariés justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté à la date de survenance de l'arrêt de travail. L'employeur doit alors verser pendant 30 jours 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis pendant les 30 jours suivants, 66%. Ces deux durées sont majorées en fonction de l'ancienneté du salarié. On a des tranches de 5 ans d'ancienneté. Cette obligation légale, dite mensualisation légale, de maintien légal du salaire, cette obligation légale est fréquemment améliorée par les conventions collectives de branche professionnelle. On appelle ça alors la mensualisation conventionnelle ou le maintien conventionnel du salaire. L'amélioration vise soit le délai de carence, soit le taux, soit la durée, soit la condition d'ancienneté. Ça, c'est le principe commun, la règle commune, la règle générale. Des règles spéciales depuis la crise ont été adoptées. Des règles spéciales d'exception ont été adoptées depuis la crise par des décrets du 31 janvier, du 4 et du 9 mars 2020, ainsi que par l'ordonnance du 25 mars 2020, l'ordonnance numéro 2020-322. Alors, quelles sont les règles ? Quelles sont les règles d'exception maintenant ? D'abord, pour tous les arrêts de travail, il est supprimé la carence de 3 jours pour la perception des indemnités journalières de la sécurité sociale et il est supprimé la condition d'ancienneté d'1 an pour bénéficier de la mensualisation légale. Il est encore prévu des règles particulières, cette fois-ci pour ce que l'on appelle des arrêts de travail dérogatoires. Arrêts de travail dérogatoires concernant des assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile se trouvant dans l'impossibilité de travailler. Et cet arrêt de travail dérogatoire est indemnisé pendant une durée de 20 jours. On a encore un arrêt de travail dérogatoire au profit du parent d'un enfant de moins de 16 ans faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et se trouvant dans l'impossibilité de travailler. Pour ces cas, la carence de 7 jours précédant l'obligation légale de maintien de salaire est supprimée.
Un communiqué de la Caisse nationale d'assurance maladie relayé par le site du ministère de la Santé. Alors désolé, ça commence, je viens d'avoir ma fille qui arrive, je fais pause et je reviens. Alors, me revoilà, je suis vraiment désolé, il y a eu un petit moment de pause, j'ai dû assurer une petite crise, pas sanitaire cette fois-ci, mais une petite crise entre mes enfants, mais tout est arrangé. Donc je vous disais, voilà, il y a l'arrêt de travail classique, et il y a des règles spéciales d'indemnisation qui ont été prévues, mais on a également prévu des arrêts de travail dérogatoires. Outre les arrêts de travail dérogatoires prévus par les textes, on a un communiqué de la Caisse nationale d'assurance maladie relayé sur le site du ministère de la Santé, qui fait mention de la validité d'une autre série de cas dérogatoires d'arrêt de travail par déclaration sur le site qu'on appelle déclareamélie.fr pour les personnes présentant un risque de développer une forme grave d'infection, notamment les femmes enceintes ou les personnes atteintes d'une affection de longue durée au titre de certaines pathologies. Une autre hypothèse d'arrêt de travail est admise, selon toujours le site amélie.fr, pour le cas des proches qui cohabitent avec une personne vulnérable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le ministère du Travail considère, dans sa circulaire question-réponse, le ministère du Travail considère que dans tous les cas de versement des indemnités journalières de sécurité sociale, cela donne lieu au versement du complément de l'employeur sans délai de carence et sans condition d'éligibilité. Ce n'est pas forcément ce que disent les textes, mais voilà ce que nous dit ce questionnaire qui a été donné par le ministère du Travail. Alors l'application de ces nouvelles règles, légales, réglementaires, voire administratives, soulève plusieurs séries de difficultés. Alors nous en citerons seulement deux pour respecter au maximum les 15 minutes qui m'ont été données. D'abord, l'articulation des nouvelles obligations légales avec les garanties conventionnelles de maintien du salaire peut s'avérer épineuse. En effet, pour les salariés de moins d'un an d'ancienneté, les nouvelles dispositions légales et réglementaires sont a priori plus favorables, bien sûr. Pour les salariés qui ont au moins un an d'ancienneté, de nombreuses dispositions conventionnelles peuvent apparaître plus favorables. Comment articuler ces deux corps de règles ? Doit-on faire temporairement une application distributive des normes en concours entre les salariés de moins d'un an d'ancienneté ou de plus d'un an d'ancienneté ? Alors, d'un point de vue théorique, il faut revenir bien sûr au fondement, c'est-à-dire l'article L2251-1 du Code du travail. Je cite, « Une convention collective peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger, un deuxième alinéa, ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. » Mais de quel ordre public parle-t-on ? L'ordre public social classique ou pourrait-on pas imaginer un ordre public absolu ? Alors si l'on considère, de manière classique, que les nouvelles dispositions légales et réglementaires sont d'ordre public social, il est de principe, on le sait, qu'en cas de concours entre des dispositions légales et des dispositions conventionnelles, les avantages institués ne peuvent pas se cumuler dès lors qu'ils ont le même objet et le même but. Seuls les avantages plus favorables peuvent être accordés aux salariés. C'est un arrêt notamment du 6 octobre 2010 qui le rappelle. La Cour de cassation ajoute, notamment dans un arrêt du 4 février 2015, que la détermination du régime plus favorable doit résulter d'une appréciation globale tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés et non de tel ou tel d'entre eux. Il n'y a donc pas d'application distributive des normes en concours ou de panachage. On doit appliquer une seule norme qui est celle qui est globalement plus favorable pour l'ensemble des salariés. En matière d'indemnisation des arrêts maladie, on a déjà eu un précédent. La Cour de cassation privilégie à ce titre l'égalité de traitement entre les salariés, donc on doit appliquer une seule norme, et c'est la norme qui assure la plus grande solidarité qui prévaut normalement. L'illustre le célèbre arrêt UAP du 17 janvier 1996 de la Cour de cassation. Alors dans notre hypothèse, si on applique cette règle classique d'articulation, les nouvelles dispositions légales et réglementaires qui sont temporaires accordent à tous, donc au plus grand nombre, un maintien du salaire. Les dispositions conventionnelles plus favorables pour certains devraient donc être suspendues. Et là, on voit apparaître en pratique des critiques. Pourquoi ? Parce que dans certaines entreprises, il y a beaucoup de salariés qui ont plus d'un an d'ancienneté et moins de salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté. Et donc, il y a une sorte d'effet d'aubaine. D'effet d'aubaine pour les employeurs, mais aussi des effets d'aubaine pour les assureurs. Donc, il y a une critique en opportunité. C'est étrange d'avoir cet effet d'aubaine alors qu'on traverse une crise sanitaire qui ne devrait pas permettre un tel effet. On pourrait alors analyser différemment le dispositif légal et réglementaire temporaire d'indemnisation. Les ordonnances peuvent être qualifiées d'ordre public absolu et non d'ordre public social, adoptées dans le cadre d'une crise sanitaire. On est donc face à un ordre public sanitaire absolu. Cet ordre public sanitaire
pour nous, pourrait faire exception à toutes les règles et aux règles classiques, notamment d'articulation des normes. On pourrait donc en conclure que les salariés de moins d'1 an d'ancienneté, à la date de l'arrêt, peuvent se prévaloir du maintien légal temporaire de la rémunération. En revanche, pour ceux qui ont au moins 1 an d'ancienneté, on devrait conserver le maintien conventionnel du salaire. L'ordre public absolu, dérogatoire, fait exception donc aux règles classiques d'articulation des normes. Ensuite, deuxième question et dernier point que l'on va voir ensemble, l'article, ce dernier point, il concerne le niveau d'indemnisation des arrêts de travail. L'article D1226-1 du Code du travail prévoit que le niveau d'indemnisation du maintien légal de salaire est de 90%, je cite, de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. Mais quelle base retenir, question technique, quelle base retenir lorsque l'arrêt de travail est postérieur à l'activité partielle? En principe, le maintien du salaire, ça c'est l'administration qui le dit très bien, le maintien du salaire ne doit pas aboutir à réserver un revenu plus important que l'indemnisation de l'activité partielle. Cette règle est tout à fait logique, bien sûr. Même si sa mise en œuvre peut soulever des difficultés techniques en matière de paie. Le maintien de salaire est soumis à cotisation sociale. En revanche, l'indemnisation de l'activité partielle n'est pas soumise à cotisation de sécurité sociale. En effet, l'indemnisation de l'activité partielle peut même compléter une activité salariée. On l'a vu, on peut être à temps partiel en activité, en indemnisation et à temps partiel en activité dans l'entreprise. Il faut donc déduire, si on est dans cette hypothèse-là, il faut donc déduire les indemnités journalières de sécurité sociale, lesquelles peuvent être retenues en brut ou en net de CRG ou CRDS. Il faut même pouvoir panacher les bases de calcul en cas de période travaillée et de période chômée. On le perçoit avec ce dernier exemple technique et l'avant-dernier exemple plus théorique. On le perçoit, la crise sanitaire actuelle impose de savoir s'adapter et impose de pouvoir adapter les règles de la protection sociale complémentaire dans une logique de solidarité. On le perçoit avec ces deux derniers exemples, l'un très technique et l'autre plus théorique. La crise sanitaire actuelle impose de savoir s'adapter en matière de protection sociale complémentaire et toujours dans la même logique, une logique de solidarité. Je vous remercie.